Ça y est, nous avons les étudiants qui se sont connectés. Donc, nous sommes en direct en différents endroits en France et dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Grouès, je suis la directrice de l'Institut des compétences et de l'innovation et je suis ravie de vous retrouver connectés aujourd'hui pour ce nouvel événement du Centre d'écriture et de rhétorique en partenariat avec notre beau campus de Reims. Et nous sommes absolument ravis de cette collaboration à l'occasion de cet échange entre Colombe Schneck et Papendiaï, que le campus de Reims connaît très bien, et à l'occasion de la parution du dernier roman de Colombe Schneck, Nuit d'été à Brooklyn. Et donc, j'ai le plaisir de passer le relais à ma collègue du Centre d'écriture et de rhétorique, Esther Rogan, qui a accepté d'animer cet événement. Merci à Colombe et à Pape d'être là et d'avoir accepté de garder cet événement malgré les différentes contraintes qui se sont imposées à nous. Mais vive la littérature et vive cette liberté par la création. Esther, merci d'avoir accepté de prendre les rênes de ce dialogue. Je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Delphine, et merci également pour cette invitation. C'est avec beaucoup de joie et d'honneur que donc nous accueillons aujourd'hui Colombe Schneck et Pape Ndiaye pour un dialogue inédit proposé, comme on l'a dit, par le campus euro-américain du Collège universitaire de Sciences Po et par le Centre d'écriture et de rhétorique, dont le projet et la vocation est de favoriser et de valoriser une expression à la fois libre et maîtrisée. Donc comment? Tout simplement en vous accompagnant, chers étudiants, chers publics, à travers des ateliers, de formation transversaux et ciblés, mais également en vous proposant des événements tournés vers le dialogue et vers l'échange autour de la création littéraire, à laquelle je vais, revenir, dans un instant. Mais qu'il me soit permis pour commencer de saluer également les enseignants et étudiants inscrits à des cours du Centre d'écriture et de rhétorique ce semestre, ainsi que nos partenaires Fnac Darty, la Fondation Simone et Cino Del Luca et la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. J'en profite aussi pour remercier le campus de Reims de son accueil virtuel mais néanmoins réel, et pour remercier également de sa participation Lily Lorton, étudiante en deuxième année à Sciences Po et présidente du Bureau des arts sur le campus de Reims. Donc il va s'agir ici d'un dialogue inédit et délibérément polyphonique entre Pape Ndiaye et Colombe Schneck, que je vous présenterai dans un instant. Et je vous invite toutes et tous à poser vos questions dès à présent via le Q&R, donc le chat tout simplement de ce webinaire partagé. Donc comme je le disais, l'ambition de ces événements est de partager, d'échanger autour de la création littéraire, et c'est ici qu'il nous est donné l'opportunité justement de votre dernier roman, Colombe, intitulé Nuit d'été à Brooklyn, pour chercher finalement à interroger la façon dont la fiction regarde le réel, non pas en lui demeurant extérieur, mais bien en se nourrissant étroitement de lui et en l'intégrant au cœur même de son propos. Et c'est bien ce que vous faites ici de façon extrêmement habile, en tissant ensemble une petite histoire, si l'on peut dire, même si en fait c'est artificiel puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, mais disons-le ainsi, une petite histoire, celle de deux personnages, Esther et Frédéric, avec une grande histoire, celle de cet événement qu'on a appelé les émeutes de Crown Heights, qui fait donc de Nuit d'été un roman en même temps qu'une véritable enquête sociale. Donc comment, par la médiation d'une fiction qui mêle finalement une multiplicité d'histoires, la fiction parvient-elle à interroger et à comprendre ce réel? Quel regard sur le monde votre fiction porte-t-elle? Et comment, tout simplement, ce regard se fabrique-t-il concrètement au quotidien dans votre vie? C'est tout cela que nous vous proposons de décrypter ensemble ce soir, dans un dialogue résolument interdisciplinaire,
polyphonique, je l'ai déjà dit, mais on y tient, et qui sera donc suivi de ce temps d'échange avec la salle. Qu'il me soit donc permis de vous remercier une nouvelle fois de votre présence aujourd'hui, et également de vous présenter l'un et l'autre, s'il en était besoin, à notre public. Donc Colombe Schneck, vous êtes, si l'on peut dire également intrinsèquement polyphonique, puisque à la fois journaliste, réalisatrice de documentaires, écrivaine, mais également alumna de Sciences Po, donc welcome back à Sciences Po. Et vous êtes l'auteur de nombreux romans, souvent autobiographiques, même si j'imagine que ce terme d'autobiographie peut vous interroger. L'increvable de Monsieur Schneck, Une femme célèbre, La réparation, mai 1967, ou encore Les guerres de mon père, et pour finir, Nuit d'été à Brooklyn. Pape Ndiaye, vous êtes quant à vous professeur des universités à Sciences Po, et vos travaux portent notamment sur l'histoire sociale des États-Unis et de ses minorités, ainsi que sur l'histoire et la sociologie des populations noires en France. Et c'est bien sûr en tant qu'historien, mais également et surtout peut-être en tant que lecteur, que le dialogue va maintenant pouvoir se tisser entre vos deux voix. Peut-être juste avant cela, une dernière question pour amorcer ce dialogue et rappeler peut-être à notre public de quoi finalement nous parle ce livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces histoires ou cette histoire que nous content les Nuits d'été à Brooklyn, Colombe? Alors, il y a plusieurs histoires. Il y a la grande histoire et la petite histoire. Effectivement, j'ai tenté de confronter les deux. Je voulais montrer que on est obsédé par notre petite histoire, par nous-mêmes, par nos problèmes personnels. Et puis parfois, on se confronte à la grande histoire, à plus grand que soi. C'est ce qui arrive au personnage de ce livre, dont Esther est très aimée. Esther est une jeune journaliste diplômée de Sciences Po qui arrive à New York en 1991 pour faire un stage avec Le Monde. Et je crois que s'il y a une part autobiographique de ce livre, elle s'arrête là. Et Frédéric, qui est un personnage, est un intellectuel, professeur d'université à NYU, spécialiste de littérature française, plus âgé, une quarantaine d'années, et marié. Une histoire d'amour et une histoire d'adultère, et ils vont se confronter à effectivement une histoire plus grande qu'elle, plus grand qu'eux, une histoire qui a été un peu oubliée parce qu'elle gêne tout le monde. C'est des émeutes qui ont lieu dans un quartier de Brooklyn qui s'appelle Crown Heights, qui est un des très rares quartiers aux États-Unis qui n'est pas ségrégué, c'est-à-dire où noirs et blancs vivent ensemble. C'est assez exceptionnel aux États-Unis. Ils vivent dans les mêmes immeubles, fréquentent les mêmes écoles, fréquentent les mêmes commerçants, ils sont ensemble dans la rue. Les Blancs sont des Juifs Lubavitch, donc une secte orthodoxe juive qui s'est installée à Brooklyn dans les années 20, et les Noirs viennent en majorité de la Jamaïque, des Antilles. Et Noirs comme Juifs appartiennent à la même petite classe moyenne. Il y a des commerçants, des médecins, des employés. Ils vivent ensemble. Il y a forcément, bien sûr, et c'est un sujet que je crois que vous connaissez très bien, des tensions, de la violence, des jalousies, du racisme et de l'antisémitisme de part et d'autre, mais ils vivent ensemble, ils vivent dans la même cité. Et un jour, un soir d'été, a lieu un accident de voiture, comme il y a eu lieu malheureusement tous les jours, et un petit garçon noir est tué par la voiture qui appartient à l'escorte du rabbin de cette communauté Lubavitch. Et suite à cet accident, qui est un accident, pendant 3 jours, les jeunes noirs vont crier à mort les juifs, vive Hitler dans les rues de New York. Un étudiant juif va être poignardé, des dizaines de voitures de police brûlées, et sans que la police n'intervienne. Et ce qui m'intéressait, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller comprendre pourquoi des jeunes gens, eux-mêmes victimes de racisme, vont développer cette haine de l'autre. Donc à l'origine, enfin l'histoire est celle-là. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut laisser Pape Ndiaye vous poser quelques questions et poursuivre ce dialogue avant de passer aux questions de la salle. Oui, De la salle. merci beaucoup.
D'abord, je veux vous dire mon plaisir à, à converser avec vous tous et en particulier avec Colombe parce que, au fond, j'ai l'impression, Colombe, mais c'est une question ouverte évidemment, que… Alors là, pardon, je ne peux pas vous voyer, donc je vais te tutoyer. Toutes mes excuses, ça n'est pas dans les usages, mais ça va être comme ça. J'ai l'impression que pour ce livre, tu as pris, entre guillemets, tu as travaillé, non pas du point de vue de l'écriture, ça c'est pour tous les livres, mais tu as pris des précautions, tu avais le sentiment d'avancer sur un terrain plus compliqué que pour d'autres livres. Les conversations que tu as pu avoir avec plusieurs personnes, y compris moi-même, sur le sujet, etc. Et donc, au fond, c'était un peu ma première question sur la particularité de l'écriture de ce livre par rapport au précédent, avec cet avec cet écho qui demande du doigté, sûrement, peut-être plus que d'autres sujets, qui est celui d'une histoire, alors à la fois de l'émeute que tu as dite, mais également de cette histoire d'amour entre ce professeur noir américain de littérature française, très prestigieux et très reconnu, etc. Et puis cette jeune femme française juive qui arrive en stage à New York et qui a 17 ans de moins que lui. J'avais le sentiment que tu avançais sur un terrain qui nécessitait beaucoup de réflexion préalable, beaucoup de vérification. Et donc, ma question soulève celle de la particularité de l'écriture de ce livre. Oui, effectivement. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce livre, c'était en 2016. C'était donc la fin de la présidence Obama, et je me souviens d'un témoignage, je crois qu'on en a parlé ensemble, d'un écrivain d'origine jamaïcaine qui avait émigré à New York et qui nous racontait une histoire qu'un jeune homme avait raconté exactement les mêmes termes 30 ans auparavant. Qui était qu'il ne pouvait pas courir dans la rue parce que s'il courait dans la rue, il se faisait arrêter dans la rue, il se faisait arrêter par les policiers, que pour lui c'était extrêmement dangereux. Et l'autre chose qui m'avait bouleversée, qui me bouleverse toujours quand j'y pense, c'est que quand il voyait une femme marcher devant lui, qu'elle soit noire ou blanche d'ailleurs, le soir il changeait de trottoir parce qu'il savait qu'elle allait avoir peur de lui. Sauf que et puis bien sûr, je pensais depuis longtemps à ces émeutes de Crown Heights et en me disant bien sûr que ce sujet était interdit. Et je me souviens que je suis allée te voir à ce moment-là, Pape, parce que dans chacun de mes livres, j'ai comme cette proportion à aller là où je ne devrais pas aller, enfin, naturellement, à aller là où forcément, ce ne serait pas forcément une idée, disons, la bonne idée d'aller. Aller sur ces émeutes antisémites, c'était pas forcément une bonne idée. C'était surtout, on est dans une période où le grand débat aux États-Unis et qui vient aussi en France, c'est le débat sur l'appropriation culturelle. Est-ce que moi j'avais le droit, voilà, je suis une femme blanche, bourgeoise, juive, en quoi j'avais le droit de traiter cette histoire des Noirs américains? Ça ne me concernait pas. Et je me souviens que nous avons déjeuné ensemble tous les deux. Et je t'ai posé toutes ces questions-là et je t'ai dit que j'avais cette idée d'une histoire d'amour entre une jeune femme blanche, juive et un intellectuel noir et ce qui les séparait. Et là, tu m'as arrêté tout de suite. Et tu m'as dit, ne te trompe pas, Colombe, c'est pas, leur histoire d'amour va être difficile, pas parce qu'ils sont différents. Tu vas construire leur histoire d'amour sur cette peur commune qu'ils ont. C'est cette peur d'être noir, d'être juif, d'avoir le sentiment d'être suspect dans le regard de l'autre qui va les réunir. C'est là-dessus que tu vas construire ton histoire d'amour. Et là, tu m'as donné toute une série de livres à lire sur l'histoire des relations entre noirs et juifs aux États-Unis, qui a longtemps été une histoire que tu connais bien mieux que moi. C'est à toi que j'ai posé la question maintenant, qui
une histoire commune, de lutte commune entre les communautés noires et les communautés juives, qui s'est arrêtée, cette union s'est arrêtée au début des années 70, mais jusqu'aux années 70, aux États-Unis, il y a énormément de liens entre noirs et juifs aux États-Unis. Donc c'est à toi, Pape, là, de raconter cela, parce que c'est un sujet passionnant, et c'est pas à moi, voilà, l'écrivain qui travaille dans le monde imaginaire, de raconter ça. Bah oui, c'est ce qui est en arrière-fond et qui semble à la fois se retrouver et se défaire dans le roman. C'est celui d'une histoire longue de relations entre juifs et noirs aux États-Unis, qui en fait s'amorce finalement à partir du début du XXe siècle dans une rencontre qui est une rencontre migratoire, avec des Noirs qui viennent du sud des États-Unis ou de la Caraïbe, qui s'installent à New York, par exemple, et puis des Juifs qui viennent pour la majorité d'entre eux d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, et qui s'installent aussi à New York et dans d'autres grandes villes des États-Unis. Et donc là, il y a une rencontre qui se fait, même s'il existait auparavant un monde juif aux États-Unis qui était le monde séfarade portugais, qui était bien représenté dès le XVIIIe siècle, des élites séfarades. Mais là, on parle d'autre chose à partir du début du XXe siècle. C'est une rencontre urbaine entre des gens qui viennent d'ailleurs. Et je relisais en préparant cette rencontre les textes écrits par Trotsky à son arrivée aux États-Unis, parce que Trotsky quitte la Russie tsariste en décembre 1916 et il s'installe à New York avec sa famille à ce moment-là et il découvre les États-Unis. On a oublié ça et donc Trotsky rate la révolution de février. Il rentre en Russie pendant l'été 1917 et Trotsky habite à Brooklyn et il est journaliste dans un des journaux en langue yiddish. Figurez-vous qu'il y avait 5 journaux en langue yiddish à New York à l'époque, exprimant toutes les nuances de la gauche la plus révolutionnaire à la gauche social-démocrate. Lui est dans le journal qui s'appelle Vorwärts, un journal de gauche important et qui existe d'ailleurs encore à New York. C'est le dernier journal yiddish de New York. Et il écrit, et il est frappé, Trotsky, en disant « mais c'est absolument incroyable ». Moi, je fuis évidemment la répression tsariste, je fuis aussi l'antisémitisme meurtrier du tsar, qui avait culminé dans les grands pogroms que la Russie avait pu connaître à partir des années 1880 et de Kishinev en particulier. Et voilà que j'arrive aux États-Unis. Et qu'est-ce que je vois aux États-Unis? Il y a des pogroms. Sauf que les pogroms ne sont pas des pogroms antisémites, mais ce sont des pogroms qui visent les Noirs. Et inversement, il y a le voyage de Dubois dans le ghetto de Varsovie, qui découvre qu'on peut être blanc et victime de la ségrégation, de lynchage, sous le nom de pogrom. Oui, c'est le voyage de Dubois quand il est étudiant doctorant en Allemagne. Il va faire une sorte de grand voyage en Pologne. Dubois, ça, c'est en 1895. Et il voyage en Pologne et il découvre les shtetls juifs de Pologne. Et il est lui aussi très étonné parce qu'il fait la comparaison avec ce qu'il connaît aux États-Unis, c'est-à-dire des quartiers réservés, la ségrégation, une ségrégation fondée aussi sur des logiques raciales. Et donc, ces comparaisons, elles s'amorcent. Aucun, ni Du Bois ni Trotsky, ne dit que c'est la même chose, mais les similitudes leur sautent quand même aux yeux. Et puis, l'autre étape importante, c'est cette rencontre plus politique avec l'affaiblissement de l'antisémitisme structurel aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, qui, en quelque sorte, libère une partie des militants juifs concentrés sur leurs propres problèmes, pour le dire vite, et qui vont se tourner vers le mouvement pour les droits civiques et la lutte contre les violences faites aux Noirs américains. Et vous savez sûrement l'importance de la mobilisation
juive dans le mouvement pour les droits civiques. Il y a des figures très importantes qui, certains sont morts d'ailleurs, dans le mouvement dans ce militantisme très évident. Donc, c'est une histoire qui est une longue histoire, qui est une histoire aussi littéraire, une histoire politique, une histoire de rencontres, de surprises, au fond, de surprises à se trouver des similitudes alors qu'a priori, on vient de mondes qui sont très éloignés. Paul Robson. Il y a l'histoire de Strange Foods, par exemple, qui Oui. est cette magnifique chanson sur le lynchage, Ouais. écrite par Abel Méropole. Oui, par Méropole, un syndicaliste communiste juif. Instituteur juif communiste de New York. Esther me posait la question tout à l'heure sur comment finalement on va sur la fiction, comment on fait un travail d'enquête sociale et comment on se retrouve à écrire un roman. Quand on est, comme vous l'avez rappelé, a priori, j'étais journaliste, diplômée de Sciences Po, donc avec cette recherche obsessionnelle de la vérité, des faits. Et quand on commence à écrire, faire de la littérature, en tout cas à rentrer dans un monde imaginaire, ces faits, on les connaît, ils sont très importants et j'ai beaucoup travaillé grâce à Pape sur cette histoire commune qui m'a passionnée. Mais il y a un moment, il y avait un danger parce que évidemment, je n'écrivais pas un document, mais il fallait que ça soit une histoire d'amour sensible et il fallait donc oublier ces faits, ces histoires et prendre la liberté de mentir, d'inventer. Et je pense que certainement les étudiants de Sciences Po sont étonnés, ceux qui participent à vos cours de littérature et d'écriture, que tout d'un coup, on prenne le droit de mentir, d'inventer, d'aller dans son monde imaginaire. Et je dois dire que pour moi, c'est un immense plaisir. Donc, j'ai dû à un moment oublier tout ce que j'ai lu, tous les livres que m'a conseillé Pape pour inventer cette histoire d'amour, voilà, entre Esther et Frédéric. Ce qui n'est qu'une partie du livre, mais voilà, c'est nécessaire et je pense qu'il faut travailler et puis après oublier le travail. Parce que si le travail reste, la fiction ne prend pas. Oui, c'est juste un point de départ. C'est pas une forme, c'est pas la forme littéraire de l'histoire que la littérature, c'est autre chose. Et donc, il faut bien à un moment donné écarter les livres d'histoire. Ça, je le pense complètement. Et en même temps, du côté de l'histoire, des historiens, l'imagination n'est pas interdite non plus. Elle est même recommandée. Elle est plus contrainte, simplement. Il y a des procédures de vérification. Mais l'imagination me semble indispensable aussi au travail historique pour formuler des hypothèses, par exemple. Donc là, on pourrait c'est passionnant, effectivement. Quelle est la part d'imaginaire dans un travail historique ou un travail de romancier et comment on trouve une certaine vérité. Il m'est arrivé, par exemple, de voir, par exemple, mon livre précédent qui s'appelle Les guerres de mon père, qui était une enquête presque historique dans les archives pour connaître l'histoire de mon père que je ne connaissais pas. J'ai dû inventer puisque il y avait des trous. Et je pense que comme historien, on arrive souvent à des trous, à et donc, j'ai inventé certaines parties. Je pense des parties sur la guerre d'Algérie ou des parties pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, après avoir écrit, j'ai trouvé des documents qui corroboraient, qui confirmaient ce que j'avais inventé. Donc, j'imagine que Pape, c'est des choses qui doivent arriver ou qui arrivent. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis, dans un instant, je vais allumer la lumière parce que si je Oui. vais disparaître entièrement dans l'obscurité. Et je prends mal la lumière, donc il faut que je la suscite autour de moi. Donc, pardon si je me lève dans un instant. Alors, donc la question de cette préparation, elle est un peu spécifique au livre, à ce livre. Tu l'as. De toute façon, d'une autre, dans tous mes livres, il y a la part de journaliste un peu obsessionnel chez moi, elle disparaît jamais. Et donc, les guerres de mon père, il y avait un gros travail d'enquête. Après, j'ai travaillé des livres, plus des récits plus intimes. Je pense à la tendresse du crawl ou à 17 ans, dans lequel là, la part de travail,
j'ose pas dire d'historienne parce que je suis pas historienne, mais donc d'aller chercher dans les archives, hein, ce que je fais beaucoup pour certains de mes livres. Je l'ai fait par exemple pour la réparation, pour ces livres qui sont des… Je passe d'ailleurs pas mal de temps à la bibliothèque de Sciences Po et je dois remercier la bibliothèque de Sciences Po de m'accueillir régulièrement pour… je trouve par exemple à la bibliothèque Sciences Po quelque chose qui m'aide énormément, que je ne trouve pas ailleurs, c'est les magazines, la presse. Et pour se rendre compte d'une époque, par exemple, j'ai travaillé sur la fin des années 60 pour un roman qui s'appelle Mai 67, de lire des vieux Paris Match. Je trouve que c'est un outil… regarder, lire des publicités, par exemple, des publicités d'époque, des publicités pour des vêtements, des programmes télé, des publicités pour des livres, les disques, ou qu'est-ce qu'on écoutait, comme ça, des choses qui ont l'air apparemment superficielles, qui ne sont pas… ces documents, oui, Paris Match ou l'Express, vous donnent énormément d'indications, je trouve, pour raconter, raconter une époque. Ce à quoi tu faisais allusion, c'est la question de la peur. Je pense que c'est très important. Avec le mouvement Black Lives Matter, qui a eu une telle importance cette année, évidemment, la question des violences policières, du bon comportement à avoir vis-à-vis des forces de l'ordre a été posée de manière tellement centrale. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut aussi pour d'autres régions du monde. C'est le sentiment qu'être noir, c'est être suspect. Ouais. Finalement, quoi que l'on fasse, c'est le sentiment donc du bon comportement à avoir, de ne pas parler trop haut, de faire des gestes lents, de ne pas donner le sentiment que l'on veut fuir. Par exemple, les mères noirs aux États-Unis instruisent leurs enfants, surtout les garçons, à propos de ce qu'il faut faire quand ils ont une interaction avec la police. Ne pas, par exemple, si on veut montrer ses papiers, ne pas faire un geste qui pourrait donner le sentiment que l'on aurait une arme. Et donc, parce qu'il est arrivé déjà que des jeunes soient tués par les policiers au motif que les policiers ont pensé qu'une arme allait être sortie alors qu'il ne s'agissait que de papier. Surtout ne pas traverser en dehors des clous. Bref, tout ce qui pourrait donner prise à une altercation et qui pourrait mal tourner à partir de rien du tout. Ce Il faut sentiment… comprendre que cette suspicion, elle arrive très vite et de façon permanente pour des choses, un petit garçon qui se perd dans une rue, dans un quartier blanc, et qui sonne à la porte parce qu'il est perdu et qui est tué par la personne qui habite. Quand je travaillais, j'avais une alerte du New York Times sur ce type de sujet et pratiquement toutes les semaines, je lisais une des histoires qui m'a inspirée pour le livre, c'est celle de Henry Louis Gates, professeur à Harvard, grand professeur euh, qui rentre d'un voyage. Il avait parlé d'un de ses livres en Chine et il vit dans un quartier blanc, il vit à Cambridge, Massachusetts, donc le quartier résidentiel où habitent les professeurs de Harvard. Il arrive devant chez lui, il est un peu fatigué puisqu'il rentre d'un long voyage, il ne trouve pas ses clés, donc il approche de la fenêtre de chez lui pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'ouvrir et il appelle le temps de se retourner que des policiers l'arrêtent. Qu'est-ce que fait un homme noir dans ce quartier blanc? C'est forcément qu'il est en train de cambrioler. Cette idée de susciter, de susciter la peur, elle m'a bien sûr fait penser à ce que ma mère me racontait ou ne me racontait pas parce qu'elle en parlait peu, mais elle, elle l'a ressenti enfant pendant la guerre. Ce sentiment d'être suspect en permanence, quoi que vous fassiez. Tout à l'heure, je parlais de la peur que j'avais moi, enfin d'inquiétude qu'on puisse me reprocher de traiter de ces émeutes, au nom d'une appropriation culturelle. Et il y a un moment, je me suis dit que tout ça n'avait aucune importance. Voilà, que cette peur humaine, je pouvais la comprendre, elle était dans mes gènes de façon… on peut dire qu'elle était, oui, dans mes gènes. Je voyais très bien ce que ça voulait dire quand on me parlait de la peur et de la suspicion. Et d'ailleurs, il m'arrive quelque chose d'étrange quand j'écrivais ce livre, auquel je ne m'attendais pas, c'est que
j'écrivais à l'idée que je partais en Amérique. C'est-à-dire qu'enfin, j'écrivais un roman qui se passe à New York, des années que j'ai adorées dans ma vie. J'ai passé plusieurs années à New York et que j'allais enfin arrêter d'écrire sur ma famille, sur moi. J'ai écrit une dizaine de livres sur mon père, ma mère, etc. Que j'allais enfin passer à autre chose et je dois dire, j'en étais très contente. Et je partais en Amérique avec l'idée de l'immigrant qui part aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de son passé. Et une nouvelle vie va pouvoir commencer. Bien sûr, je me trompais. Et mon passé, l'histoire de ma famille m'est revenue. Et grâce d'ailleurs aux conversations que j'ai eues avec toi ou avec d'autres intellectuels américains qui m'ont montré que finalement, et c'est le rôle que Frédéric a dans le roman, c'est qu'on ne peut pas, oublier son passé. Enfin, le passé revient de toute façon. Il me semble que… Et le passé de ma famille, voilà. Et il m'est arrivé cela au cours de la rédaction de ce livre et j'en étais très étonnée. Lorsque Esther vient aux États-Unis, à New York, elle vient de France, de Paris, de Sciences Po, etc. Et donc, le choc bienvenu pour elle, c'est de réaliser qu'aux États-Unis, une expression identitaire est bienvenue, est acceptée, par contraste avec la France où cela est plus compliqué dans un modèle républicaniste qui se méfie historiquement et qui prône plutôt des formes d'assimilation, et donc c'est compliqué. Et puis, en ce qui concerne le monde juif en France, cette complication est redoublée par des mémoires de persécution et de malheur. Et donc, à New York, Esther, elle est finalement assez heureuse, en tout cas dans cette première, parce qu'elle découvre qu'on peut être juif et heureux. Oui. Et que être juste, c'est normal. Voilà, c'est pas Voilà, que c'est pas une… bizarre qu'on doit cacher, puisque c'est ça, elle a hérité de cela. Être juif, c'est quand même un peu bizarre, on ne va pas en parler. Et tout d'un coup, votre dentiste vous souhaite Happy Hanouka. Et ce communautarisme qu'elle découvre, effectivement, elle le découvre avec… c'est assez reposant. Quelque chose c'est reposant. Être pas comme les autres, appartenir à une communauté n'a rien d'étrange. Et ça peut être vu aussi pour elle comme une forme aussi de réconciliation avec elle-même, avec des parts d'elle-même qu'en France, on ne valorise pas forcément, ou qu'elle-même pouvait réprimer d'une certaine façon, parce qu'elle pouvait avoir le sentiment que ces parts d'elle-même ne sont pas si bien accueillies en France, ou en tout cas regardées avec un peu de surprise, de suspicion, etc. Et donc, il y a ce sentiment-là d'être pleinement elle-même aussi, d'une certaine façon. Et ce qui est douloureux dans le livre, c'est que, eh bien, avec les émeutes et avec la dimension antisémite de l'émeute, eh bien, elle est rattrapée par quelque chose de violent et quelque chose qui lui rappelle un passé familial lointain. Et donc, c'est aussi une sorte de désillusion très, très, très dure. C'est pour ça que le roman a une dimension assez dure aussi, à voir cela. C'est cette expérience-là qui commence bien et qui devient difficile. Plus douloureuse. En fait, il y a une espèce de double mouvement. Elle fuit une assignation identitaire, c'est-à-dire qu'elle aimerait qu'on la reconnaisse comme elle est, ce qu'elle est. Voilà. Elle est Esther, comme moi, j'ai envie de… ou vous, peut-être, vous avez être reconnu comme Pape Ndiaye. Et puis, il y a toujours un moment où votre identité vous rattrape, où on vous dit vous n'êtes pas Colombe Schneck, vous n'êtes pas, elle s'appelle Esther Rosen dans le roman, et bien vous êtes juive, vous êtes blanche, vous êtes bourgeoise, vous êtes diplômée de Sciences Po, et cette sorte d'assignation identitaire vous rattrape, mais vous avez envie d'y échapper. En écrivant ce livre, moi j'avais envie d'échapper à cette assignation identitaire sur lequel pourtant j'ai écrit énormément et sur lequel je travaille depuis des années. Et j'étais rattrapée par cette identité. Je ne peux pas y échapper. Je serai toujours cette femme blanche, bourgeoise, juive, et héritière d'une histoire, disons, traumatisante. Quoi que je fasse, cette histoire sera toujours là, cette identité sera toujours là. Et
mais pourtant, quoi que je fasse, j'aimerais y échapper. Et Frédéric est pareil. Frédéric est un intellectuel. Il est spécialisé dans la littérature française et on peut lui reprocher. On est dans les années 90, au début de ce qu'on appelait au nom du multiculturalisme, le début d'une recherche qui était d'ailleurs très louable, d'étudier aussi des auteurs francophones. Et donc, on lui reproche pourquoi il est spécialiste de Flaubert, un auteur blanc, mort, du 19e siècle français, et on lui reproche, est-ce que pour toi, noir, tu ne devrais pas plutôt t'intéresser à des auteurs des Caraïbes, et ça le met très en colère qu'on lui reproche cela. Il veut être libre de son identité. Et comme Esther, de manière assez douloureuse et de façon encore plus douloureuse, son identité à laquelle il tente d'échapper va le rattraper. Ça ne veut pas dire qu'il a honte des Noirs, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien pour sa communauté. Au contraire, il est très actif au sein de la communauté noire et au moment des émeutes, il va intervenir. La mairie de New York organise ce qu'on appelle des town hall meetings, c'est-à-dire cette démocratie très locale où chacun vient parler et raconter et entendre la parole de l'autre. Donc, il est très actif. Et il est comme Esther dans ce double mouvement, être libre d'une assignation identitaire et en être rattrapé, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, on est rattrapé par cette identité. La différence entre Esther et lui, c'est que Esther a plus de marge de manœuvre dans son expression identitaire. Lui apparaît comme noir, oui. Et ça, c'est un fait indubitable, en quelque sorte, qu'on ne peut réduire dans une interaction sociale, tandis que la judéité d'Esther, elle, on peut jouer, on peut la montrer, on peut l'exprimer, on peut au contraire la dissimuler si besoin. Donc, les marges de manœuvre d'Esther sont plus grandes. Et ça, c'est la grande injustice entre noirs et juifs. C'est effectivement difficile d'être caché d'être noir, alors que juif, on peut le cacher plus longtemps. Même si tout l'effort des racismes et des antisémitismes, c'est de visualiser. Il y a toujours cette obsession pour voir. Et donc, une des grandes dimensions historiques de l'antisémitisme, c'est comment voir le juif. Hein, c'est cette obsession pour une anthropologie avec des traits, avec une anatomie qui révèle en quelque sorte ce qu'on ne peut pas voir spontanément. C'est l'obsession des antisémites que de visualiser finalement. Et Esther, quelqu'un le dit d'ailleurs, tu n'as pas l'air juive. Hein. J'ai utilisé comme personnage de fiction un personnage réel qui s'appelle Sharpton, le révérend Sharpton, qu'on a revu dans l'actualité, beaucoup assagi au moment de l'assassinat de George Eliot, et qui est devenu un personnage, disons, assez recommandable et assez actif, mais qui, dans les années 90, avait un discours plutôt assez antisémite, mais qui est un personnage comme assez oui, quelque chose de sympathique. C'est quelqu'un... et effectivement, je voulais aller à sa rencontre. C'est quelqu'un qui, a priori, est assez antipathique, qui est assez controversé. Et il y a une rencontre entre Esther et Frédéric dans le livre, qui est une fiction. Hein. Et j'ai utilisé uniquement des choses qu'il a dit dans son autobiographie, qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Les Mémoires d'un pharaon. Enfin, c'est un personnage assez truculent, disons, mais qui a utilisé l'antisémitisme. Quand il le dit, j'utilise les outils qu'il me faut pour défendre la cause des Noirs, et s'il faut utiliser la violence, je le fais. Et il parle de Frédéric en disant, mais Frédéric est bien un noir pour les Blancs. La façon dont il se tient, sa coupe de cheveux, ses diplômes, son costume, sa façon de parler doucement, sa façon d'articuler, ses références culturelles, c'est bien un noir pour blanc. Oui, un noir qui passe, en quelque sorte. Alors, c'est aussi une des difficultés, évidemment, du roman et peut-être de ce que tu as, des hésitations que tu as pu éprouver, c'est que dans l'histoire dont on parlait tout à l'heure, de ces rapprochements entre juifs et noirs, tu racontes l'histoire d'un drame où qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit l'antisémitisme qui peut exister chez les Noirs, et puis on voit aussi du racisme chez les Juifs.
Et donc là, il y a une forme aussi de quelque chose qui va à l'encontre d'un discours que l'on veut plutôt mettre en avant, qui est un discours de rencontre, un discours de cause commune, pour reprendre le titre d'un très beau livre de Nicole Lapierre, un discours d'amitié, un discours sur des amours, une histoire d'amour, des histoires d'amour. Et là, évidemment, ça se fracasse. Et c'est ça aussi c'est aussi la violence dans le livre, c'est de voir que cette histoire qu'on aimerait être une histoire de cause commune et une histoire de peuples qui se reconnaissent dans leur humanité, mais aussi dans des histoires qui ont des points communs, et plus qu'on imagine d'ailleurs, au fond, eh bien, on s'aperçoit que malgré tout, en 1900, au début des années 90, à la suite d'un fait divers aussi atroce soit-il, eh bien, ça explose. Et donc, on se dit, mais alors, ça veut dire que cette histoire dont on parle, pour que ça explose de cette manière, c'est que c'est une histoire un peu factice. C'est qu'au fond, derrière, au-delà de quelques figures, de quelques intellectuels et autres, eh ben, il y a des grandes masses où, de chaque côté, il y a des stéréotypes et des représentations racistes de l'autre groupe. Et donc, c'est pour ça que ce fait divers a tellement choqué et qu'on a du mal aussi à en parler parce qu'il nous dit une histoire très différente de celle qu'on voudrait entendre. Oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est une histoire qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est une histoire assez désagréable. On voudrait que, parce qu'on est victime du racisme, de l'antisémitisme, on ait une position morale et on soit une bonne personne. On aimerait que les victimes, parce que vous êtes victime, parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes juif, vous allez avoir de la générosité, de la bonté, de la compréhension de l'autre. Eh bien, pas du tout. Être une victime n'est pas une position morale. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler sur ces questions-là parce que c'est des questions sur lesquelles on n'a pas envie d'entendre, effectivement. On n'a pas envie d'entendre que des jeunes noirs crient à mort les juifs. On n'a pas envie d'entendre que des jeunes musulmans crient à mort les juifs. Sur l'antisémitisme musulman, pareil, il y a, comme sur le racisme juif, il y a une part, bien sûr, chez les juifs, Lubavitch, comme chez tous les juifs, une part de racisme. Et je me souviens que je parlais de ça avec Eric Vassin. Il dit oui, le racisme, il est en chacun de nous. C'est pas parce qu'on est noir qu'on va tout d'un coup être une bonne personne généreuse. Et je pense que Esther Rogan, qui a travaillé sur ces sujets, peut être intervenir sur la part de violence qu'il y a dans une cité entre voisins, entre gens qui vivent ensemble. Et j'aurais bien aimé, si elle peut intervenir, je ne sais pas si on a le droit de la faire intervenir, mais je sais que c'est une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas tout à fait le propos, mais et surtout, donc effectivement, moi j'ai travaillé sur la guerre civile et la division dans la cité aristotélicienne pour déconstruire un petit peu une image de la cité grecque homogène, faite de citoyens identiques qui iraient tous vers un but commun, pour montrer que la différence était au contraire dynamique et constitutive pour le coup, d'une dynamique politique. Et peut-être, si vous me permettez, parce que ça fait écho en moi, justement, on parle beaucoup là des différences culturelles qui peuvent éloigner les individus les uns des autres. Mais il me semble que dans Nuit d'été à Brooklyn, ce qu'on aperçoit également, c'est que l'étrangeté ou la différence, elle est aussi en soi et elle est aussi dans le foyer. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai eu l'impression que Frédéric, parfois, avec sa femme Ruth, avocate, activiste, qui semblerait plus proche de lui par les apparences, en fait, il avait du mal à reconnecter, entre guillemets, avec cela. Et d'ailleurs, c'est une question qu'il se pose. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer? Et finalement, il dit aussi, quand il rencontre Esther: «Nous n'avons aucun avenir possible, nous ne pourrons jamais rien construire ensemble, nous sommes trop différents, nous ne pourrons jamais nous comprendre». Comme s'il se berçait d'illusions que son foyer proche était celui dans lequel il allait, retrouver cette espèce d'origine ou d'identité un peu mythique. En fait, il se rend bien compte qu'il y a aussi un décalage. Et du coup, moi, je me demandais, en vous lisant, est-ce que pour vous,
dans votre travail d'écrivaine, le langage, enfin c'est un peu bateau, mais quand même, le langage et le fait d'écrire n'est pas cette façon de lever des barrières, mais pas seulement culturelles finalement, aussi en soi, aussi à l'intérieur d'une même famille. Et qu'est-ce que ce travail-là du langage, à la fois dans l'histoire et pour votre histoire? Ouais. Pour revenir à cette phrase, pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer, c'est une phrase qui m'obsède, une question qui m'obsède, qui est à l'origine une question posée par Kwame Anthony Appiah après les émeutes de Rodney King qui avait lieu à Los Angeles en 93, je crois. Mais je voulais reprendre cette phrase parce qu'elle m'obsède. Pourquoi on ne peut pas s'aimer? Donc j'ai effectivement fait une enquête sociale sur le logement, l'accès au logement, à l'éducation, à la police, à la sécurité dans ce quartier de Crown Heights. Et je n'ai pas trouvé d'explication claire et simple qui me permettrait, une explication simple nous rassurerait. Une explication simple nous permettrait de comprendre, oui, ils se détestent parce que, pour telle raison, parce que les Juifs auraient eu tel avantage ou les Noirs auraient été désavantagés à ce moment-là. Et il n'y a pas de réponse simple. Mais je vais revenir à la question sur la littérature parce que justement, la littérature, c'est le seul lieu pour moi où on peut ne pas avoir de réponse simple. On peut, dans ce roman, il y a plusieurs personnages, il y a Ruth, il y a Frédéric, Esther, Élise. Chacun tente à avoir sa propre réponse, sa propre vision du monde, et encore en chacun, cette vision évolue. Et donc, la littérature me permet ça, me permet de trouver plein d'explications possibles. Et pour moi, si je réponds de façon plus personnelle, je suis une petite fille d'immigrés et ça a toujours été quelque chose d'important. Enfin, j'ai toujours le sentiment d'une certaine forme d'étrangeté dans ma place sociale en France. Et c'est par la littérature française que je me sens, que je suis devenue, en étant une lectrice, que je suis devenue, pour moi, pleinement française. C'est la littérature. Je ne suis pas une grande lectrice de Houellebecq, mais il y a un court passage je crois que c'est dans la carte du territoire, je ne suis pas sûre, où il parle du rôle de la littérature, il parle de la peinture, du cinéma, de la musique, mais seulement la littérature vous permet d'accéder à la voix de quelqu'un qui a peut-être écrit au XVIIIe siècle en Chine, mais pourtant cette personne va vous parler directement. Et en écrivant et en travaillant sur le sujet, je voyais bien effectivement que ni je trouverais d'explication et que la part de l'autre, que l'étranger nous serait toujours étranger, qu'on n'y arrivera jamais. Mais dans l'intimité de la lecture, là, je crois qu'il y a une parole directe d'âme à âme qui est possible. Mais ce qu'on voit en plus dans le livre, c'est quand même l'expérience amoureuse. C'est quand même l'expérience amoureuse. Il y a autre chose, oui, il y a aussi l'amour. Il y a aussi l'amour, la phase de l'amour. Qui donne le sentiment d'abolir les distances. Oui. Quand Esther et Frédéric sont nus dans un lit, la société n'existe plus. Dans l'acte amoureux, effectivement, les différences sociales, culturelles, économiques, l'étrangeté disparaissent et il y a une union qui est aussi là possible. Merci de le rappeler, Pape, effectivement. Non, mais ça va de soi, puisque c'est très important dans le livre. C'est quand même l'idée d'une... voilà, c'est le plus court chemin et le plus accessible. Enfin, l'écriture est accessible, mais c'est une démarche plus longue. Je vais revenir encore sur creuser cette histoire de victimes et d'expériences, y compris familiales, etc., d'oppression, qui ne fabriquent pas nécessairement de la solidarité, de l'attention et un rapport ouvert à toutes les formes d'oppression. Ça peut être le cas, bien entendu, et on sait à quel point beaucoup de personnes qui ont subi des formes de domination violente, d'exploitation, se sont ensuite tournées vers les autres en s'appuyant sur cette expérience et en considérant qu'elle n'était pas exclusive, qu'elle n'était pas simplement
liées à elles ou à leur groupe, mais dans une vision plus large. Et on peut penser à de grandes figures des droits humains qui se sont qui ont pensé les choses. Et puis, il y a autre chose, et effectivement, on peut avoir une vision plus exclusive, plus repliée. C'est vrai aussi pour des groupes qui peuvent être en compétition pour l'accès aux biens rares, dans des groupes qui ne sont pas forcément favorisés d'un point de vue économique à Brooklyn. Et donc, il y a des questions qui se posent. Il y a une question qui se pose peut-être plus spécifiquement encore pour les Lubavitch, parce que les Lubavitch, ce n'est pas n'importe quel groupe. C'est un groupe particulièrement religieux, conservateur. Fermé. C'est Pardon? pas des juifs sympathiques, entre guillemets. C'est pas, Ouais, en tout cas, et d'ailleurs, les juifs new-yorkais, libéraux, ils ne les ont pas spécialement défendus au moment de ces émeutes. C'est pas, comme dit un des personnages, c'est des juifs qui donnent envie d'être antisémites. Voilà, ils sont entre eux, les femmes sont leurs perruques, elles ont beaucoup d'enfants, ils s'habillent en noir. c'est ça. Il est Donc, il y a- facile d'avoir un discours antisémite face au Lubavitch. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, c'est la spécificité du groupe Lubavitch. Ce n'est pas une manière pour moi de laisser entendre qu'ils seraient responsables de leur malheur. Ce Ah, serait, non, ce serait, disons que ce serait ils ont absurde. décidé de rester. Il y a un phénomène que Pape connaît par cœur qui s'appelle ce qu'on appelle le white flight, c'est-à-dire que quand une famille noire s'installe dans un quartier blanc, peu à peu, ce quartier va devenir les blancs vont fuir et le quartier va devenir entièrement noir. C'est ce qui s'est passé à Crown Heights à la fin des années 50. Il y a une immigration des Caraïbes qui est arrivée. Donc la plupart des familles juives sont blanches, juives ou italiennes, sont parties, sauf les Lubavitch ont décidé de rester dans ce quartier. Euh, et quand j'ai enquêté sur je me souviens par exemple de la lecture qui m'avait frappé, la lecture du livre de Michelle Obama, et combien ça n'était pas bien compris. Je me souviens d'un article dans l'Obs, Nouvel Observateur, qui m'avait énervé. Elle racontait que petite fille, elle était allée voir des voisins qui s'étaient installés dans un quartier qui s'était embourgeoisé. Ils s'étaient À installés Chicago. dans un quartier blanc. Ils étaient le seul noir d'un quartier blanc, et leur voiture avait été rayée en sortant de ce déjeuner. Et le journaliste de l'Obs se moquant de Michelle Obama parce que elle pleure puisque la voiture a été éraflée. Et de l'incompréhension de ce que ça signifie. Ça signifie, vous, famille noire, vous ne pouvez pas vous installer dans un quartier blanc, et ce n'est pas vous de façon exceptionnelle, c'est dans tous les quartiers blancs aux États-Unis. C'est ça. C'est ce que des historiens ont montré pour le White Flight des années, à partir des années 50, qui commence à Buffalo, dans l'État de New York. C'est Buffalo, la ville du White Flight au départ. Et avant que les familles blanches partent, effectivement, des familles souvent de l'immigration européenne récente. Donc, ça va être par exemple les Italiens, les Juifs, etc., qui vont partir en banlieue. Eh bien, avant de décider de déménager, on essaie de décourager la famille noire de s'installer. Et donc, on verse les poubelles dans le jardin, on crève les pneus des voitures, etc. Toutes sortes de petites avanies où les enfants, d'ailleurs, jouent un rôle important. Ce sont des tâches qui peuvent être confiées aux enfants que de casser les vitres de la famille d'à côté, etc. Donc, c'est cette première étape avant la vente de la maison, puisque tout se joue autour du prix de l'immobilier et de la peur de la famille blanche de vendre la maison à un prix trop bas. Je crois qu'Esther, peut-être qu'on passe aux questions des étudiants. Sauf, Pape Ndiaye, si vous aviez une dernière question, on peut tout à fait l'entendre, ou si vous souhaitiez prolonger un peu le dialogue. Et ensuite, effectivement, on peut passer aux questions des étudiants. J'ai plein d'autres, j'ai encore une page d'autres questions, mais ce que je propose, c'est qu'on passe aux étudiants aux questions des étudiants, et puis je rajouterai mon grain de sel. Parfait, très bien. Alors, pour commencer, on va écouter une question qui a été adressée par la salle que Lily va vous retransmettre. Merci beaucoup, Lily.
Oui, bonjour. Je suis étudiante sur le campus de Reims et je suis la voix, c'est ça, des questions des étudiants qu'ils ont posées au préalable sur un formulaire. Ou donc là, une question qui vient de la salle et qui est celle-ci. Les deux personnages de Nuit d'été à Brooklyn auraient-ils pu tomber amoureux si l'un des deux n'avait pas fait partie d'une minorité, selon vous? En quoi leur relation aurait été changée et qu'est-ce qui n'aurait pas été changé? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Il faudrait demander à Esther et à Frédéric. Euh, euh, Quand on tombe amoureux, est-ce qu'il n'y a pas de raison pour tomber amoureux? On tombe amoureux pour telle ou telle raison, et des raisons qui sont inconscientes. Euh, En tout cas, effectivement, c'est ce qui les relie, c'est la peur commune. C'est le sentiment l'un et l'autre d'être suspect dans le monde. Euh, et c'est ça qui va être le creuset de leur amour. Mais il y a pas que ça. Vous savez, quand on écrit des personnages de romans, ils ont leur propre vie, ils vous échappent à un moment. Donc, je ne pourrais pas répondre à leur place. Et je ne sais même pas si c'est une question pour laquelle il y a une réponse possible. Moi, ce qui me frappe surtout chez Esther, c'est la curiosité extrême qu'elle a pour lui. Et alors, j'ai voulu, quand j'écrivais, j'ai joué un peu sur les codes de la comédie romantique, et donc il y a a priori un garçon parfait qui la drague. Il est blanc, il est bourgeois, juif, il dirige une revue, la plus âgée qu'elle, et elle hésite un peu. Voilà, elle se dit, voilà, il serait forme. Ma grand-mère adorait que et ça m'amusait de jouer sur l'hésitation, parce que comme pour Frédéric et sa femme Ruth, on se dit a priori, ils ont tout en commun. En tout cas leur couleur de peau, mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait de l'amour et une connexion entre eux, une unicité qui fait qu'ils vont pouvoir construire un couple. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer entre Esther et Élise. Et effectivement, Pape, il y a cette curiosité, oui, elle est jeune étudiante qui veut savoir, qui veut connaître l'autre, qui a le courage de partir, hein, ça c'était dans un pays loin, et qui a envie de savoir quand même, qui a envie de savoir. C'est aussi pour elle une connaissance des États-Unis. Il n'y a pas une meilleure manière de connaître un pays que d'être amoureux sur place. C'est un cours accéléré en fait de connaissance profonde du pays. Mais Frédéric, non seulement va lui apprendre ce que c'est que l'envers du décor, mais aussi va l'encourager à se connaître elle-même et à aller et retourner en arrière, retourner en Europe dans ses origines. Mais ce qui est quand même frappant, enfin il m'a semblé, c'est que lui refuse quand même au départ. Bon, c'est normal, il est marié, ça le met dans une position peut-être plus délicate, mais c'est vrai qu'il refuse quand même plus catégoriquement l'évidence que elle, avec sa naïveté et en effet sa découverte de Oui, l'autre. il est plus âgé qu'elle, donc il sait que l'amour, c'est pas, on peut souffrir, que c'est dangereux, alors que les mariés, c'est pas forcément une bonne idée. Il a une maturité qu'elle n'a pas encore. Oui, mais qui du coup, enfin, c'est vrai que, pardon, mais je reviens quand même à ce que vous disiez sur finalement, que j'ai trouvé aussi très intéressant, sur au fond, la littérature n'a pas seulement vocation à nous faire plaisir. Enfin, moi personnellement, et c'est pas parce que je m'appelle Esther, j'étais pas ravie qu'ils mettent encore des barrières à ce qui semblait être impossible qui pouvait s'ouvrir. Enfin, voilà, il y a l'histoire, l'incident dramatique et donc par lequel le livre démarre et qui effectivement fait froid dans le dos, donc qui ne fait pas plaisir. Mais ensuite, au-delà de ça, voilà, on voit deux êtres qui semblent rapprochés par une évidence. Donc on a envie, là on a un plaisir et de nouveau ce plaisir est un peu coupé
par, encore une fois, une barrière qui se dresse très vite, en fait. Je trouve qu'au moment même où ça se scelle, la barrière se dresse et c'est peut-être d'ailleurs, ce mouvement perpétuel, je ne sais pas, mais j'ai eu un peu ce sentiment, en vous lisant. C'est une femme romantique. Peut-être, mais ça n'est pas le débat. Et c'est vrai qu'il y a dans la construction, il y a le premier chapitre très dur, puisque c'est en plus écrit de manière très factuelle et sèche, avec des phrases courtes. Et puis ensuite, on bascule vers quelque chose de très… ensuite, on commence, c'est Breakfast at Tiffany. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est une comédie romantique avec le rendez-vous au café, si ma mémoire est bonne, et puis cette rencontre. Donc, il y a un effet de contraste évidemment extrêmement fort. Et en même temps, on lit et on sait très bien que l'histoire du premier chapitre va revenir. Et donc, cette légèreté des rendez-vous, de café, de ce New York que l'on connaît et que l'on aime, elle est quand même plombée par le premier chapitre qui fait peser quelque chose, et on sait bien que ce quelque chose va s'immiscer, quoi. Oui, ça, c'est la romancière qui sait qu'elle doit mettre du suspense, que sans histoire, si une simple histoire d'amour heureuse ne fait pas un roman. En tout cas, très vite, le lecteur va s'ennuyer. Oui, on a pu choisir les faits de surprise Mm. en commençant directement par la comédie romantique, entre guillemets, et en faisant survenir l'émeute beaucoup plus tard dans le roman, mais tu la places dès le début. Oui, peut-être pour vous, Esther et Pape, je ferai une version spéciale, une version plus romantique. S'il Où te tout se plaît. passe bien. Voilà, s'il te plaît, parce que vraiment, non. Moi, je ne lis plus que des livres heureux, avec des fins heureuses. D'accord. Mais ça se termine. Parce que quand j'écrivais, je voulais que ça se termine bien. Vraiment, j'avais cette intention que ça se termine bien. D'ailleurs, ça se termine pas trop mal, ça se termine plutôt bien. Et pour que le livre se termine bien, je l'ai dû le terminer en septembre 2016, juste avant l'élection de Trump. Parce que je me dis, si je vais au-delà de septembre 2016, je ne peux pas faire une fin heureuse. Et donc, logiquement, le livre se termine en septembre 2016. Et donc, on voit aujourd'hui que peut-être… mais le livre se termine bien. Voilà, je tiens à le dire aux lecteurs éventuels. Même d'un point de vue amoureux, ça se termine bien. D'un point de vue politique, mais d'un point de vue amoureux aussi. Vous aviez d'autres choses? Oui, merci beaucoup donc, pour cette réponse. On a une question qui a été posée sur le forum, qui est un peu plus historique. Et c'est celle-ci. L'épisode historique donc, à l'origine de votre roman est relativement peu connu, en tout cas en France. Et est-ce qu'il a constitué vraiment un jalon dans l'histoire des dialogues intercommunautaires aux États-Unis, ou est-ce que c'est une exception historique, ou à l'inverse, est-ce que c'est l'exemple d'une longue série de heurts de ce type? Enfin, comment ça se situe dans une histoire plus longue aux États-Unis? Alors, les émeutes sont peu connues aux États-Unis, nous aussi. Il y a eu très peu, j'étais étonnée d'ailleurs, très peu a été écrit. Il y a une très bonne pièce de théâtre qui a été écrite par une comédienne dont mon nom m'échappe, qui a joué, elle, tous les personnages. Elle a interrogé des Lubavitch, des Noirs qui habitent Crown Heights, qui lui ont raconté, et elle a, vous pouvez le voir en ligne, d'ailleurs, elle a fait elle a joué tous les personnages, et c'est passionnant d'ailleurs sur… mais peu ont été écrits parce que, encore une fois, c'est un sujet désagréable. On n'a pas envie d'entendre qu'il y a eu des émeutes antisémites à New York. Même le New York Times a peu traité, par exemple, ces émeutes, ou les traité de façon comme des violences intracommunautaires, ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment les Noirs qui sont attaqués aux Juifs. Enfin, on peut pas les qualifier autrement. Pour ce qui est de l'histoire elle-même de Crown Heights, au sein de Crown Heights, il y a eu énormément de travail qui a été fait entre les communautés, de dialogue, qui ont abouti par le fait que 25 ans après, il y a eu une célébration où le père de ce petit garçon, le rabbin Lubavitch, le frère de l'étudiant qui a été poignardé, se sont tous réunis. Il y a une sorte de fête
aujourd'hui, les communautés vivent ensemble, mais le quartier est en train de changer puisque, comme tout Brooklyn, il y a une gentrification qui fait que les Noirs et les Lubavitch d'ailleurs quittent ce quartier de Crown Heights. Voilà. Où il reste quand même, voilà, il reste un noyau effectivement où les gens se mélangent, mais par le fait de la gentrification, les gens partent. Donc on peut pas dire. Je ne crois pas, mais Pape répondra certainement mieux. Je ne pense pas que ces émeutes ont eu des effets plus larges qu'ailleurs. Alors, l'effet principal, historique principal, c'est que à l'époque des émeutes, le maire de New York, David Higgins, c'est le premier maire noir de New York, et on va lui reprocher la gestion de ces émeutes, le fait que la police n'intervient pas, et il va perdre les élections municipales 2 ans après, être élu par Giuliani, et avec cette politique extrêmement violente, encore plus violente contre les Noirs. Et le chef de la police qui est à l'époque aussi à New York, qui s'appelle Lee Brown, qui est un excellent chef de la police, c'est lui qui invente la police de proximité. Et Noir aussi va aussi partir pour faire laisser la place à Giuliani et une autre façon de. Donc les conséquences à New York seront quand même assez importantes. Oui. Ce que l'émeute dit aussi, c'est que pour qu'il y ait une explosion comme ça antisémite, c'est qu'il y a il y a déjà quelque chose avant qui bouillonne en quelque sorte sous la surface. Et l'une des questions principales dans ces formes d'antisémitisme qui ont une histoire aussi dans le monde africain-américain, ça s'est beaucoup cristallisé autour des commerces et des landlords, des propriétaires. L'accès-logement. C'est ça, avec l'idée que les Juifs nous prennent, sont qui gagnent beaucoup d'argent avec des commerces et puis des logements loués des logements dégradés, loués très cher. Alors, il y avait l'histoire effectivement des propriétaires juifs. Là, c'est plutôt à Harlem qui maltraitaient leurs locataires noirs avec des appartements effectivement malsains, avec des loyers importants. Alors, le problème de l'accès au logement à Crotrenne, c'est différent. C'était plutôt l'accès au logement public parce qu'une juive nord du quartier c'est plus de classe moyenne, pas plus d'argent d'un côté que de l'autre. Mais les communautés juives, Lubavitch est très organisée politiquement, vote en masse pour un candidat et donc accès à des avantages en nature, qui sont le logement, par exemple l'accès au logement public. Et on sait aux États-Unis qu'il est beaucoup plus difficile pour les Noirs de voter, qu'ils sont moins organisés politiquement, qu'il y a des obstacles au vote, on le voit encore aujourd'hui. Et donc, la municipalité va moins entendre leurs demandes, leurs doléances en matière de logement, par exemple. Et donc, quand on construit un immeuble de logement public, les familles juives sont souvent favorisées, ils ont beaucoup d'enfants favorisés, et donc ça a créé cet accès au logement, effectivement, un point de cristallisation d'antisémitisme. Le sentiment que les juifs sont toujours favorisés. C'était ça. Et alors, il y a les Trump jouent un rôle dans cette histoire, puisque le Trump père et Trump fils, le futur président, ont justement ont construit leur carrière de promoteur immobilier en construisant des logements pas chers à New York, donc des logements privés pas chers. Et les Trump ont été poursuivis pour discrimination raciale dans les années 70, à l'époque où ils travaillaient ensemble, père et fils. Et puis, ils ont accepté de payer une somme importante, comme on peut le faire aux États-Unis, pour arrêter le procès. Mais l'objet du procès, c'était ça. C'était discrimination raciale. Ils écartaient les familles noires des immeubles qu'ils construisaient. Donc, il y a finalement un lien bizarre avec la présidence qu'on a connue pendant 4 ans. Mais ça a tourné pas mal quand même autour des questions de logement, que ce soit par la location, que ce soit, comme tu viens de le dire, Colombe, par des formes de concurrence pour l'accès au logement public. Et c'est toi qui m'as raconté, Pape, mais c'est qu'il y a une énorme attente en 91. Pour la première fois, le maire de New York est noir, David Higgins, et donc la communauté noire attend beaucoup son maire noir, le chef de la police, Lee Brown, est noir, et donc il y a une énorme attente.
et cette attente est déçue. Et c'est la différence entre cette attente qui est importante et les réalisations qui ne vont pas assez vite que se cristallise la violence, cet espoir déçu. Oui. Je pense que Dean va tout régler, que les bandes vont tout régler, et non. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, politiquement parlant, les déceptions sont toujours plus porteuses de colère et de colère violente que les situations objectivement mauvaises. Lorsqu'on attend beaucoup et que l'on est déçu, on est plus violent que quand on n'attend rien, y compris lorsque l'on vit dans des conditions très difficiles. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette réponse, c'était hyper intéressant. Et donc, la question d'après porte sur des questions plus contemporaines, enfin, disons sur un lien peut-être qu'on pourrait faire avec un contexte plus contemporain. Colombe Schneck, vous avez expliqué tout à l'heure que pour vous, la littérature, c'était aussi une manière de faire un pas de côté ou de regarder ailleurs et différemment. Et alors, la question du coup, qu'on peut se poser, c'est comment concilier ce monde imaginaire qui naît dans votre littérature au contexte politique et social actuel, parce qu'évidemment, le contexte contemporain n'est pas du tout neutre. Et une deuxième question, mais liée, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'écrire sur ce sujet en ces termes dans la France de 2020 ? Alors, on m'a posé beaucoup de questions au printemps dernier sur la comparaison situation française, situation américaine. Est-ce que arabes, musulmans, noirs en France vivent la même situation, discrimination, etc. Et j'ai beaucoup de mal à répondre. Et voilà, en faisant un lien entre ce que je racontais dans ce roman et ce qui se passe en France aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des comparaisons. Je trouve que les situations sont très différentes. La République française n'est pas il y a un accès, par exemple, sur une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé quand j'écrivais ce roman, c'est l'accès à l'éducation. J'ai découvert que grâce à une plainte qui a été déposée par des lycéens noirs contre leur État, ça se passait à Détroit, dans l'État du Michigan, ils ont porté plainte contre leur État pour non-accès à l'alphabétisation. C'est-à-dire que l'État des écoles noires des quartiers pauvres de Détroit est en tel état, est tellement sous-financé que les enfants ne peuvent pas avoir accès à une éducation qui leur permette d'apprendre à lire et à écrire. Notre situation est tellement catastrophique parce qu'ils sont 40 par classe, parce qu'ils n'ont pas de professeurs qualifiés la plupart du temps, parce qu'il y a un tel absentéisme des profs, parce que les locaux sont à un tel état qu'il fait trop chaud l'hiver, trop chaud l'été, trop froid l'hiver, qu'il n'y a pas de manuel scolaire. Donc, vous imaginez des classes sans manuel scolaire parce qu'il n'y a pas, on se partage un manuel à 4 ou 5 écoliers. Et donc, on citait plusieurs cas d'enfants qui n'avaient pas pu apprendre à lire et à écrire. Donc, une situation absolument catastrophique. Et donc, ça fait plusieurs années que ces lycéens se battent contre leur État pour pouvoir accéder à une éducation correcte. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, que les écoles sont financées non par l'État fédéral, mais en grande partie au niveau local. Et donc, vous habitez dans un endroit pauvre, votre école va être sous-financée. Donc, je pense à la République française. Et heureusement, en France, la situation n'est pas celle-là. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à vouloir comparer. Et en tout cas, je ne me sens pas légitime pour dire la situation en France est la même, elle est aussi violente, elle est aussi discriminatoire. Peut-être que la PAP pourrait répondre. Et puis, j'ai aussi beaucoup de mal avec les romans qui... j'ai pas un message dans ce roman, c'est pas un document, c'est une histoire de deux personnages qui s'appellent Esther et Frédéric, et je ne peux pas aller au-delà de ces deux personnages. Il y a une phrase de Philippe Roth que j'adore, et il dit quand vous parlez d'une personne, vous faites de la littérature, quand vous parlez d'un groupe,
c'est le communisme. Moi, j'ai fait la littérature, donc je peux parler au nom de ces deux personnages. Je ne peux pas, je peux pas aller plus loin que cela, mais peut-être que Pape, lui, a une réponse peut-être plus intelligente, plus intéressante, en tout cas, On peut faire de la littérature avec des allers-retours, et puis Esther, elle est française aussi, donc la France n'est pas absente par rapport à qui elle est, je veux dire, c'est pas un livre de comparaison. Mais on peut faire des comparaisons. Tu as complètement raison sur l'école, les systèmes sont quand même assez différents. En France, le système est globalement plus égalitaire, même s'il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur le système scolaire français. Par contre, là, ce qui a été beaucoup discuté et mis en valeur au printemps, c'est le comportement de la police. Oui. Voilà quelque chose qui peut être comparé. Ce n'est pas la même chose. Les niveaux de violence, là aussi, sont différents. Mais on ne peut pas dire que la police française se comporte comme elle le devrait. Et donc, oui, là-dessus, effectivement, sur ces questions, effectivement, pour le roman, j'ai beaucoup travaillé sur la violence policière aux États-Unis et ce qui arrive à Frédéric, je pense, pourrait arriver en France. C'est ça. Donc ça, c'est un élément où quand on lit le livre, on se dit, tiens, on n'est pas sur une autre planète. Oui. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est plausible en France. Merci beaucoup pour votre beau dialogue et pour ces questions des étudiants. On n'a pas eu le temps de répondre à tous, mais on vous recontactera, on garde vos questions. Moi, j'aimerais simplement terminer sur ces mots extraits du roman, parce que justement, je pense qu'il y avait, avec cette myriade d'histoires entremêlées, une question aussi qui a affleuré, qui est revenue à plusieurs reprises, finalement de votre positionnement, de d'où parlez-vous. Et je crois qu'à l'issue de cette rencontre, il ne fait aucun doute que vous parlez en tant qu'autrice de fiction. Et c'est la raison pour laquelle je voulais reprendre ces mots extraits du roman de Peter Noel, un journaliste du Village Voice, qui dit à la fin que la vie n'est pas une série télé avec un début, un milieu, une fin. On peut juste évoquer des faits, des conséquences, des condamnations. Il continue en parlant de différents faits qui se juxtaposent finalement ou qui sont là face à nous. Et il ajoute: je laisse au scénariste, puisqu'il parle entre parenthèses d'une série qui avait repris dans certains de ses épisodes ces émeutes de Crown Heights, il dit: je laisse au scénariste le soin de raconter les histoires qui les arrangent. Et au fond, je crois que votre roman nous interpelle sur ce mi-chemin entre l'histoire réelle, l'histoire qui nous arrange, l'histoire qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais vers laquelle finalement on est en train d'aller et qui, parce qu'on est en train de la lire, nous constitue aussi, résonne en nous dans notre identité. Et c'est la raison donc aussi qui m'amène à vous poser une dernière question fondamentale, qui est une question adressée par la salle, qui sera la dernière. Est-ce que le livre va sortir en format poche ? Bien sûr, il va sortir en format poche. Parfait, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot l'un et l'autre pour conclure cet échange pour lequel nous vous remercions sincèrement une nouvelle fois ? C'est le livre parfait pour une nuit de novembre. Merci, Pape. Il faut le lire. Et il ne se termine pas si mal, voilà. Et voilà. Même si ce n'est pas l'histoire qui nous arrange, et effectivement, l'histoire qui nous arrange nous rassure. On aimerait lire des histoires qui nous arrangent, c'est quelque chose de confortable et de rassurant, mais la vie fait que ça ne se termine pas forcément comme on le souhaite, mais parfois une autre fin qu'on n'a pas imaginée arrive et elle n'est pas si mal. Oui, c'est ça. C'est une histoire qui ne nous arrange pas, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Ça pourrait être une phrase juive, d'ailleurs, ça. Ou noire, peut-être. Ouais. C'est une phrase noire. En tout cas, merci. Merci à Pape, parce que ce livre doit beaucoup à Pape, comme vous l'avez compris. Un plaisir. Merci infiniment.
Merci infiniment, Colombe. et à très bientôt encore. Merci Merci, beaucoup. merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée. Merci Lily. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.